C'est parti. Et il est 11 heures. Bonjour Emma. Bonjour Nicolas. Donc bonjour à tous, hein. Donc on va vous présenter le webinaire sur attaquer un nouveau marché et puis le prendre rapidement. Donc bon, on verra, hein, ça dépend pour chacun. Il peut y avoir il y a pas mal de variables, hein. Ça peut être un secteur, ça peut être un produit, ça peut même être aller vers l'international. Donc on essaiera de répondre à tout ça. Donc n'hésitez pas, hein, tout au long, comme d'habitude, donc c'est 30 minutes des webinaires. N'hésitez pas au fur et à mesure à poser des questions. Et puis à la fin de ces 30 minutes, hein, 25-30 minutes, on répondra à vos questions. En live, voilà. Et puis il y aura un replay. Et vous avez un lien sur les slides sur la page. Pour l'instant, ça ne sert à rien de cliquer. Nous cherchons à avoir toute votre attention. Et je mettrai les slides en ligne juste après, en début d'après-midi. Et puis vous recevrez un email et vous pourrez partager le replay, etc. Voilà. On se lance en attaque. Moi j'adore, c'est un super sujet. Alors on va voir qu'effectivement, c'est un peu ce que disait Emma, mais ce qu'on a essayé de faire, ça peut s'adresser à pas mal de problématiques. La première serait j'attaque un nouveau persona. Alors ça arrive quand même assez souvent. Par exemple, j'avais l'habitude de vendre au DSI et puis en fait ma solution elle est très utile pour le marketing. Je vais plutôt me déplacer, je vais aller au métier ou je vais aller voir le PDG, etc. Et en fait, faut le considérer comme un nouveau marché parce qu'on va réattaquer quelqu'un qui a d'autres problématiques, etc. Donc on peut avoir effectivement un autre type d'interlocuteur. Le deuxième point, ce qu'on peut avoir, c'est vraiment sur je veux attaquer un nouveau secteur, un nouveau segment. On prendra des exemples, parce que nous, c'est ce qu'on a fait aussi. Et donc, on a cette problématique. On avait l'habitude de vendre dans l'IT ou dans, je sais pas moi, l'énergie. Et puis, on va attaquer un autre segment. Et à chaque fois, il va falloir refaire. Voilà, c'est comme si il faut se mettre en position d'attaque. On met ses armes en place et on va essayer de valider. Avant de surinvestir, on y reviendra après, sur tous les pièges qui sont liés à ça. Ce qu'on rencontre aussi beaucoup, et c'est un peu le même type de cas, c'est on veut, par exemple, on attaque souvent on est très fort dans les PME, on va attaquer les grands comptes. Et c'est complètement une autre manière en fait de travailler, ou l'inverse évidemment, et donc on va attaquer une autre taille d'entreprise, donc ça peut être le cas aussi. On va avoir un nouveau produit typiquement, alors bon, s'il n'est pas forcément corrélé avec le premier, il va peut-être attaquer justement de nouveaux marchés, et un nouveau produit, comme on va tester justement une nouvelle proposition de valeur, un nouveau produit sur un marché. Bien sûr l'international, alors là on va pas y passer beaucoup de temps, mais c'est clair que quand on se met à attaquer l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc., c'est complètement différent. Généralement, les ventes sont très différentes. Et donc on va se mettre en ordre de bataille de la même manière. Là on va pas y passer du temps, on vous donne une méthodologie, on vous donne des exemples, etc. Mais on va pas faire, on pourrait prendre 1 heure uniquement sur le marché UK, 1 heure sur le marché allemand, etc. On va pas aller là-dedans. Et puis, moi je pense que c'est intéressant aussi d'appliquer ça quand on veut un nouveau canal d'acquisition. Typiquement, on se dit cette année on va faire les salons, cette année on va faire sur Facebook, cette année on va faire sur X ou Y, un nouveau canal d'acquisition, physique ou digital d'ailleurs. Et on peut utiliser à peu près la même méthodologie, voilà, une méthodologie d'exploration et de validation d'un marché. Ouais. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire valider un marché? C'est une vraie question à se poser, je pense que quand on démarre, c'est vraiment de se dire, voilà, quelle est pas une roadmap ou une deadline, et de se dire, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste, j'ai 4 personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait. Vous connaissez peut-être ce graphe. Ce graphe, il représente le marché. Quand on attaque un marché, on a les adopteurs précoces, les fans, les visionnaires, etc. Et puis, mais le vrai marché, il est derrière. Le vrai marché, c'est tous les pragmatiques, les conservateurs. Et c'est là, effectivement, qu'on va vraiment monter, développer son business. Et entre les deux, on a ce que les Américains appellent chasm. Moi, je l'ai traduit par le gouffre. Et c'est là que on se rend compte, la plupart des entreprises qui vont échouer, c'est souvent qu'elles n'arrivent pas à passer cette étape. C'est-à-dire qu'on a vendu à nos copains, on a vendu aux gens qu'on connaît, on a vendu quand on vend une startup, c'est ça, à ses cercles, etc. Mais valider un marché, c'est vendre, c'est-à-dire prendre un chèque, c'est aller jusqu'à prendre un chèque, c'est vendre à des inconnus qui sont dans ma cible. Des gens sur lesquels il n'y a pas d'affect, on n'a pas de relation, etc. Ça, c'est valider un marché. Voilà. Donc, je voulais, quel que soit le type de marché que vous voulez attaquer, c'est vraiment important de garder ça en tête. Voilà, parce que c'est un piège en fait dans lequel on tombe facilement.
parce que nous sommes des êtres humains et nous cherchons les bonnes nouvelles. Voilà. Emma, est-ce que c'est un sujet, attaquer un marché, c'est un sujet marketing ou c'est un sujet vente? Alors, c'est en fait un sujet marketing et vente. C'est étonnant. Très étonnant, ouais. Ouais. On se rend compte que, effectivement, alors, dans les choses importantes, pour pouvoir attaquer un marché, ça va être important déjà de faire donc, toute la partie qui va être ciblage, segmentation. Donc ça, c'est la première étape. Alors finalement, en fait, les points dont je vais parler maintenant, ça va représenter en fait le plan, tout simplement, de notre webinar. Donc on commence effectivement par le ciblage et la segmentation. Puis ensuite, comprendre notre persona. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre les difficultés qu'il peut rencontrer, comprendre ses points de douleur. Et finalement, ça va nous permettre de pouvoir concevoir les différents messages. Et puis enfin, faire des tests live. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi, Nicolas, les tests live? Ouais. Des tests live, c'est surtout là, beaucoup où on va avoir besoin des commerciaux, de manière générale. C'est-à-dire que la conception, c'est très bien, mais il va falloir faire des interviews. Alors, le marketing peut faire des focus group, mais souvent, quand on démarre, voilà, on n'a pas forcément envie de se lancer là-dedans. C'est beaucoup d'interviews, c'est parler avec des clients, c'est parler avec des prospects. Et souvent, c'est vrai qu'on est au market, où on attaque un marché, où on est à la direction générale, on veut attaquer un marché, et on hésite entre différents points de douleur, comment on peut, est-ce que ce message-là marche mieux qu'un autre, etc. Et il y a un moment, faut y aller. C'est pas les sondages, il y a un moment, faut y aller, quoi. Et donc, c'est vachement bien de pouvoir faire ça vraiment à deux, en mode comment on pourrait dire, commando. Voilà. Et puis oui, effectivement, attention à l'inertie de l'inbound. Donc déjà, l'entrant, il faut savoir que ça peut mettre du temps à arriver. Et ça met généralement beaucoup de temps à arriver. Ça peut être 9 mois, 12 mois, voire même 15 mois. Donc ça, c'est une première chose. Et avoir de l'entrant, ça veut dire que quelqu'un a émis un intérêt. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il va aller jusqu'à la signature. Ça, on va voir ça juste après, en fait. Nicolas va un peu plus se détailler. Mais voilà, il faut se rendre compte que ce qui est important, c'est la vente. Oui, c'est vraiment ça. Il y a une sorte de piège, dans le sens où on a envie de digitaliser, on a envie d'automatiser, etc. Mais l'inbound, ça va mettre beaucoup de temps. Et d'ailleurs, le sous-titre de notre conférence, c'est le prendre rapidement. Comment prendre rapidement les parts de marché. On parlera un peu de l'urgence, justement, et quel deadline on se met. Il faut aller très vite. Et c'est vrai que l'inbound va être trop long. Généralement, ça va être très long. Donc ça ne veut pas dire, évidemment, c'est très intéressant de le développer. Mais c'est beaucoup d'investissement. Il faut faire du contenu, il faut faire des apps, il faut faire pas mal de choses. Et donc, c'est pas mal d'attendre un peu et d'attaquer plutôt en direct. Voilà, en outbound, donc en prospection directe, permet de valider le marché beaucoup plus rapidement. Voilà. Oui, il y a une inertie, donc c'est tout le temps comme ça. Voilà. Et justement, c'est quoi alors quand on dit qu'il faut faire des ventes, il faut faire des ventes? Alors le problème, c'est que valider un marché, je voulais vous donner quelques chiffres. Alors on pourrait être plus statisticien qu'on le n'est, mais comme on veut aller vite, la statistique ne sera pas parfaite, mais je considère qu'il faut à peu près 3 ventes. Donc on part de la fin du funnel, on dit 3 ventes à des inconnus. Typiquement, on peut dire que quand on a fait 3 ventes, on a une bonne estimation de comment on va pouvoir construire notre modèle de développement. Ce qui veut dire, alors c'est des exemples, vos conversions ne sont peut-être pas les mêmes, mais ça veut dire que on avait 10 projets sur lesquels on a activement travaillé. Ça veut dire qu'on a eu 40 conversations avec des inconnus, qu'on a prospecté 300 inconnus. J'insiste vraiment là-dessus, parce que on a toujours tendance à aller voir nos voisins, nos copains et nos clients existants. Sauf qu'en fait, c'est un biais. Voilà, c'est un biais systématique, parce que tester, c'est ça, c'est isoler les variables. Et toutes ces variables, le problème, c'est quand on va attaquer en gros le marché, ce qu'on a vu, la grande courbe des pragmatiques, etc., c'est que ceux-là, en fait, s'il y a de l'affect, ça ne fonctionnera pas. Donc on essaye d'isoler ces variables-là, parce qu'elles peuvent nous tromper. Voilà. Et donc ensuite, on pourrait avoir la question de, j'ai peut-être pas d'idée préconçue, et donc où est-ce que je peux identifier des nouveaux marchés à attaquer pour faire des relais de croissance, parce que c'est ça souvent l'objectif. Et donc tu nous partages des tips, en fait, où est-ce qu'on peut aller chercher des... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, si vous avez trouvé le marché, c'est super, mais effectivement, pour beaucoup, c'est vers quoi on devrait tendre, et donc les petites sources, tips pour pouvoir y aller. Donc déjà, surtout, n'hésitez pas à regarder vos analytiques web. Donc se dire, ok, finalement en termes de fréquentation, à la base on était plutôt tourné vers pourquoi pas des cabinets d'avocats, et on se rend compte en fait qu'il y a énormément de cabinets RH qui viennent nous voir. Donc ça veut potentiellement se dire, ok, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus.
ou encore la cible de nos concurrents. Alors pourquoi ? Parce que, alors attention là-dessus par contre, hein, c'est quand je parle de nos concurrents, ça va être des concurrents qui ont quand même une certaine maturité, parce qu'effectivement la start-up qui vient de se construire, le risque c'est qu'elle passe pas la fameuse étape, qu'elle tombe dans le gouffre, et c'est que potentiellement ce sera peut-être, pourquoi pas, trompé de cible. Donc allons voir plutôt ceux qui ont une certaine maturité. Et alors ça peut être des startups aussi qui ont levé des fonds auprès de fonds d'investissement, oui, parce que les fonds d'investissement ont quand même validé justement ce fait qu'ils aient passé le gouffre. Ils vont valider le fait qu'il y a une vraie traction avec des inconnus et donc a priori il y a un marché. Maintenant, si l'argent a été levé auprès de particuliers, ça ne veut rien dire, c'est pas un indicateur. Si ça a été levé auprès d'un vrai fonds de capital risque, c'est quand même un indicateur qu'ils ont probablement vu des chiffres qui leur disent il y a vraiment un marché à aller chercher. Ouais. Ensuite, donc, la demande entrante, hein, donc c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, hein, sur la demande entrante. Des gens qui remplissent des formulaires et qui demandent à acheter notre produit en fait, hein. Ouais. Notre offre. Okay. Voilà. L'étude d'analyste, ou encore effectivement les clients marginaux existants. Alors on a un exemple d'ailleurs chez nous, c'est une imprimerie où effectivement c'était pas forcément le type de client qu'on avait, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel. Exactement, et puis ça fonctionne bien. Donc c'est un signal, c'est toujours pareil, c'est un signal, mais il y a eu une vente là-dessus, on s'est dit tiens, donc c'est un marché qui est intéressant peut-être à explorer. Voilà. Tout à fait. Et puis ensuite, les métriques d'expérience vente, où là, on va pouvoir l'illustrer avec un exemple tout simplement de chez nous, où on a essayé d'identifier un secteur, et donc Nicolas va pouvoir aller un petit peu dans le détail. Oui, parce que c'est toujours, c'est toujours un peu théorique, et c'est pouvoir rentrer un peu dans le détail. Alors la question qu'on se posait, elle était très simple, elle était ok, on doit attaquer, par exemple tu parlais d'un imprimeur, mais il y a d'autres secteurs qui sont vachement intéressants à attaquer pour nous. Probablement, on est juste parti du probablement, sans forcément d'idées préconçues, et on s'est dit on va essayer de voir vraiment où est-ce que où est-ce qu'il peut y avoir de l'intérêt et quels sont les secteurs sur lesquels ça vaudrait peut-être le coup d'investir. Et en fait le travail qu'on a fait, c'est qu'on a regardé nos expériences commerciales, hein, donc ça fait pas mal d'années qu'on existe, là j'ai dû prendre sur les 2-3 dernières années, et regarder tous les gens, en fait, quand on a prospecté, parfois on est sorti un peu de nos secteurs. Voilà. Ouais. Et donc, quand on cumule tout ça, est-ce que ça nous donne des chiffres et des indicateurs ? Voilà. Donc ensuite, on a, voilà, je vais vous commenter le graphe, essayez pas de le lire, ça va être l'enfer. Grosso modo, nous on a pris la clé qui est le NAF, voilà, donc on a nafé tout le CRM, c'est une clé communauté, c'est pas parfait, mais nous ça nous permet de faire des distinctions. Et puis ensuite on a regardé, donc si par exemple vous regardez les leads prospectés, alors moi j'ai pris que les leads outbound qu'on est allé chercher, c'est-à-dire les inconnus qu'on est allé chercher, pas les gens qui auraient vu des contenus, qui sont venus vers nous, etc. Et donc si on prend la première ligne par exemple, on va dire le conseil en gestion et management, et au final, peut-être sans faire attention, peut-être en à côté, etc., on a prospecté 3300 entreprises, leads en tout cas, qui nous ont répondu à nos sollicitations, 744, il y a 22% des gens qui nous ont répondu, on a eu 400 conversations, il y a eu 153 projets qui ont été détectés. Alors sur des volumes comme ça, on aurait presque pu aller jusqu'à la vente, mais souvent en fait on va avoir des statistiques, des samples qui sont beaucoup trop P3 pour faire une statistique, il vaut mieux pas le faire. Et donc on regarde ensuite le taux de réponse. Le taux de réponse et le taux de réaction positive, c'est-à-dire que quand ils nous répondent, ils nous donnent un rendez-vous. Ouais. Voilà. Par rapport à la problématique qu'on soulève. Et donc ça nous dit, ça va être plus ou moins facile de les prospecter. Ils sont plus ou moins réactifs au point de douleur ou à notre proposition de valeur. Et puis ensuite, on va calculer le taux de projet, c'est l'avant-dernière colonne, qui sont les projets qu'on a qualifiés au téléphone. Pour nous, il y a vraiment un projet par rapport aux conversations qu'on a pu avoir. Et ça nous donne le fait que, oui, ils étaient intéressés. Et en plus de ça, il y a vraiment de quoi faire un projet. Et au final, avec une magnifique règle de 3, on n'est pas au CNRS, on a fait un intérêt global. Ça nous permet juste de savoir qu'il y a des secteurs qui vont être plus durs que d'autres, pour nous, par rapport à notre position et par rapport à nos éléments différenciateurs. Et donc, c'est un guide. C'est pas parfait, puisqu'on vient de dire qu'il faudrait aller jusqu'au chèque, il faut aller jusqu'à la vente. Mais ça nous permet d'avoir un indicateur et de dire là, on ne peut pas passer à côté, il faut vraiment qu'on le teste. Donc on s'est dit, voilà, là, c'est des marchés qu'on va aller tester. Et donc, on a mis des ressources, etc., pour aller tester la plupart de ces segments de marché. Voilà. Et puis, alors on a vu,
attaquer un marché, c'est aussi, on l'a plus ou moins dit, il y a pas mal de pièges. Et tu voulais faire un espèce de résumé de tous les pièges qu'on doit éviter. Alors le premier, et puis bon, ça rejoint un petit peu nous ce qu'on a essayé de faire, c'est mal évaluer la taille, la profondeur d'un marché. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, imaginons, il n'y a que 300 entreprises en fait dans ce marché, donc à moins que vous ayez beaucoup d'interlocuteurs, attention, c'est que finalement ça va être très vite vu et puis et ça Est-ce que les poches sont profondes? Et est-ce que ça peut être un vrai relais de croissance? Souvent on a une bonne idée, on le sent bien, et puis au final, si quand je prends 10% du marché, j'ai pas de quoi faire 1 million d'euros, peut-être qu'il faut passer à côté en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, ne pas identifier donc de concurrents. Alors là-dessus, c'est le côté effectivement, à moins que vous ayez trouvé la petite perle, l'endroit où vraiment il faut aller. C'est vrai que la plupart du temps, s'il n'y a pas de concurrents, c'est que soit ils se sont plantés, ils se sont cassés les dents là-dessus, soit effectivement il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Voilà, tout simplement. Ensuite, c'est donc ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ne pas aller jusqu'à la vente. Donc c'est ce que tu illustrais finalement avec les fameux pour identifier que le marché ça va être intéressant, il faut qu'on ait au moins eu 3 ventes pour y aller, et puis 3 ventes qui ne viennent pas de l'entrant. C'est ça, hein, on est toujours poussé à l'enthousiasme. Ouais. Donc il n'y a pas de concurrence, c'est génial, on va tout casser. Et en général, c'est plutôt un signe, c'est que ça sent pas terrible. Ensuite, négliger la vélocité. Alors effectivement, ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention, c'est est-ce que finalement, par rapport au cycle de vente, donc c'est vrai qu'on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de prises de décision qui vont prendre un temps assez important. Et finalement, par rapport à votre business plan, est-ce que vous pourrez assumer un cycle de vente aussi long ou non, tout simplement? Alors nous, on a eu un cas, hein, typiquement, j'interviens là-dessus parce que c'était il y a 2 ans, je crois, et on avait vraiment mis en place une tactique sur l'exploitation des salons. Nous, nos cibles, c'est PDG, directeur commercial, directeur marketing. Donc les directeurs commerciaux, directeurs marketing, et même les PDG, on les voit beaucoup sur les salons. Et donc on avait développé cette practice avec nos prospecteurs d'aller prospecter sur les salons. En général, on était présents et on allait démarcher, etc. Et en fait, c'est typiquement, on disait c'est génial parce que dans une journée, on arrive à avoir des décideurs et on peut faire 15-30 conversations dans la journée, qualifiées, etc. C'était génial. Et donc, c'est typiquement ce biais que j'essaye d'illustrer là, c'est qu'on s'est rendu compte que on a vachement de conversations, sauf qu'en fait, on va mettre 1 an à les signer au lieu de nos 30 jours. Parce qu'on est allé les hacker, c'est-à-dire on est allé intervenir, on les a hackés à un moment. Ils avaient du temps libre, donc ils nous en parlaient, sauf qu'en fait, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de besoin, et donc c'est pas le bon moment. Et en fait, on a arrêté, malgré que ça a généré beaucoup d'activités, parce que ça ne vendait pas, c'était trop long. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'on va attaquer, c'est vrai que, notamment quand on attaque des grandes entreprises, on se rend compte, quand on est sur de la PME, qu'on passe sur la grande entreprise, on a des délais qui peuvent devenir super importants, et ça, c'est une variable souvent qu'on oublie. C'est la vélocité, c'est la rapidité à signer un deal. Voilà, donc je voulais l'illustrer avec encore un de nos échecs. Voilà. Ensuite, ne pas oublier l'AB test des commerciaux. Par là, c'est-à-dire, c'est bien d'avoir un commercial pour pouvoir faire le test, par exemple, d'un nouveau produit ou d'une nouvelle offre. Mais c'est vrai que le produit tel qu'il va en parler, si ça se trouve, l'autre commercial n'en parlera pas de la même manière. Et puis, peut-être pas aussi bien, peut-être qu'il a du talent là-dessus. Et c'est vrai que de pouvoir voir 2 personnes l'amener avec leur façon de faire, ça va vraiment pouvoir nous donner un réel échantillon plutôt que d'une personne seule. Enfin, je pense que je suis d'accord avec toi. C'est quand tu mets un seul commercial, en fait, à la fin, est-ce que c'est vraiment le marché que tu arrives à évaluer ou ce commercial pour ce marché? C'est ça. Et puis, la même chose avec les process et les messages. Faut pas hésiter à identifier des messages différents. On le verra après, mais c'est vrai que les points de douleur finalement de nos prospects, de nos personas, ils en ont plusieurs, ils n'en ont pas qu'un. Donc, de pas essayer de jouer avec l'un ou l'autre. On va voir qu'en fait, finalement, il y en aura peut-être un qui sera plus pertinent par rapport à cette offre qu'un autre. Et c'est notamment le cas, hein. Souvent même on change de persona, on se rend compte qu'il y a des gens qui veulent aller plus vite dans un process ou qui ont besoin d'être plus rassurés parce qu'ils ont psychologiquement ils ont des leviers différents. Et puis on a aussi, si on attaque par exemple les grandes entreprises, notre process ne sera pas le même du tout qu'avec des PME. Si on lance un nouveau produit, est-ce qu'on fait une démo, est-ce qu'on fait pas de démo?
typiquement. Est-ce qu'on intervient en avant-vente, pas en avant-vente? À chaque fois, ça va être un peu particulier. Donc, pas repartir, même si on a un process qui est déjà bien établi, savoir le challenger et à chaque fois dire, ok, là, j'ai 10 projets par exemple que je travaille, je fais 5 avec ce process, 5 avec ce process. Parce qu'il faut pouvoir isoler, en fait. C'est vraiment la première. Et les messages, bien sûr, évidemment. Ok. Problématique générale. Oui. Ouais, on a pas mal souffert. Surinvestir trop rapidement. Ça, c'est. On a envie d'y aller. Le truc, c'est qu'on a envie d'y aller et on doit se méfier. Mais sinon, on va. Enfin, moi, j'ai fait cette erreur aussi. Commencer à embaucher des tas de personnes, etc. sur un truc qui n'a pas fonctionné. Nous, c'est UK. Sur UK, on a eu vraiment de la difficulté. C'était il y a 3 ans. Et voilà, typiquement, surinvestir. Bien. On va avancer. Donc on va reprendre le... Je vais aller un peu vite. Emma tout à l'heure nous parlait effectivement, elle avait bien fait le plan du fait de travailler le ciblage, travailler le persona, travailler comment on va organiser les commerciaux, quels outils on va utiliser. Donc on va essayer de les reprendre. Et je vais vous montrer un peu avec quoi on travaille. Alors c'est des produits évidemment que c'est les nôtres. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, parce que je pense qu'il y a pas mal de questions, notamment quand je vous ai montré les chiffres, etc. Et que ça puisse être fluide ensuite quand on va faire la session de questions-réponses. Donc, première chose, c'est effectivement évaluer un marché, la profondeur d'un marché. Voilà, ça c'est la première chose. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser toute cette énergie? Voilà. La première chose, donc il y a des outils qui permettent de faire ça, de regarder un marché, comprendre la profondeur, et ensuite de pouvoir le segmenter. À l'intérieur de ce marché global, quels sont les segments qui vont être les plus intéressants. Donc c'est ce qu'on fait également avec nos outils. Voilà. Donc si c'est une problématique que vous rencontrez, on pourra voir si les outils peuvent vous servir à cette étape-là. Et puis sur le ciblage, on va changer de persona. Tout à l'heure tu reviendras, tu vas nous montrer un exemple de fiche persona, mais il y a aussi quelle est la difficulté de ce type d'interlocuteur. Donc évaluer la difficulté du persona, là je vous ai mis 3 chiffres. En fait, si vous voulez les voir en live, vous pouvez aller dans les ressources sur le site et vous voyez live stats, les stats live, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et là, vous pouvez rentrer votre persona. Vous dites c'est un DSI dans une PME dans le manufacturing, par exemple, en France. Yeah. Et on va vous donner effectivement les résultats. N'y allez pas tout de suite, restez avec nous, vous pourrez le faire après. Voilà. Mais en tout cas, il y a un outil qui permet d'avoir des stats sur des millions d'interactions entre des commerciaux qui demandent des rendez-vous à des décideurs. Et comme on a toute cette base de connaissances, puisqu'on en fait du scoring, etc., vous pouvez comme ça évaluer a priori. Mais après, sinon on travaille ensemble et puis on voit parce qu'il peut y avoir des finesses. Bref, voilà. Donc c'est important aussi d'avoir ces 3 aspects en tout cas dans le ciblage. Et puis ensuite, je te propose que tu fasses un petit focus sur le persona en tant que tel. Ouais. On verra effectivement le persona de toute façon va beaucoup influer le message. Et donc à savoir, nous chez SiteRed, en termes de persona, on va avoir le PDG, on va aussi avoir les directeurs commerciaux et marketing. Là, le focus, ça va être plutôt sur le PDG. Ouais, pardon, excuse-moi. Pas de souci. Donc voilà, là l'idée c'est que c'est un profil qui nous montre un petit peu quels vont être les points de douleur déjà de notre PDG, quels vont être ses obstacles finalement. Donc on voit notamment la difficulté qu'il a à joindre, mais on voit aussi les différentes peurs qu'il peut avoir. Les leviers psychologiques qu'on va pouvoir utiliser. Voilà. Il y a tout un ensemble d'éléments, ce qui va être utile pour vous. Là c'est notre fiche persona, typiquement parce qu'elle est utile pour nous. Bon, après, c'est le PDG d'une entreprise, généralement de moins de 100 millions d'euros. Enfin, après, le problème, c'est qu'on ne peut pas en faire 50 non plus, et à maintenir, c'est un peu l'enfer. Mais ça permet effectivement, je pense qu'il est bien ton exemple, ça permet de cadrer et de dire, est-ce que quand je vais faire ma proposition de valeur, ça colle à cette fiche? C'est ça. Voilà. Et n'hésitez pas d'ailleurs à regarder aussi comment font vos concurrents, quel type de message et quels points de douleur auxquels ils répondent finalement. Parce que ça va vous permettre en fait de construire une proposition de valeur unique. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez construire une prospection qui est de valeur, donc qui soit vraiment unique. Qui soit différenciante des concurrents, et voilà. Bien sûr. Okay. Très bien. Donc on a fait le ciblage, on a vu le persona, la proposition de valeur, comment on adapte le message. Encore une fois, vous aurez l'occasion d'en parler avec Emma ou d'autres personnes que vous connaissez chez nous.
parce qu'ils ont pas mal l'habitude de travailler sur des créations, des développements d'entreprises et notamment d'attaquer des nouveaux segments, des nouveaux marchés. Et puis, alors il y a quand même un point sur lequel il fallait s'arrêter, c'est l'organisation des ventes. C'est-à-dire une question, c'est hyper pratico-pratique. Hein. C'est je mets qui pour tester le marché, je mets quel commercial, comment ça marche, etc. Et notamment, est-ce que si vous avez mis en place une équipe de prospection dédiée et à côté des commerciaux, est-ce qu'on reprend le même modèle? Alors, ça risque d'être un peu lourd. Hein, ça risque d'être un peu lourd. Parce qu'il ne faut pas surinvestir trop rapidement, voilà. On le sait. Donc, de manière générale, vraiment, quand on est exploratoire comme ça, il vaut mieux avoir un commercial qui va tout faire. Idéalement deux, c'est ce que tu nous as montré tout à l'heure, pour éviter le biais du commercial qui se débrouille mieux qu'un autre. Bon. Mais plutôt quelqu'un, alors soit c'est inside sales, donc il est au téléphone et il va faire de la prospection jusqu'au closing, soit sur le terrain, hein, d'ailleurs, c'est pas gênant. Mais si on commence à séparer les équipes, le coût d'exploration d'un nouveau marché va être un peu élevé. Et puis une autre question très pratique aussi, il manque un J à objectif. Voilà. Je m'en excuse. Et surtout, est-ce qu'on lui met des objectifs? Alors évidemment non, puisqu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et donc comment lui mettre un quota? Comment on va rémunérer? Et souvent on va prendre d'ailleurs un commercial qui est très à l'aise déjà dans le métier. Et généralement la pratique, et si je demande à un commercial de passer du temps sur du greenfield c'est ce qu'on appelle terrain vert, inexploré, en général la bonne pratique est de lui garantir le variable qu'il avait touché avant dans un process et un marché plus établi. Voilà. Ce qui est rassurant pour lui, et puis il y a cette volonté de pouvoir se challenger sans se mettre en risque à titre personnel sur ses revenus, quoi. Voilà. C'est généralement la pratique qui est appliquée. Évidemment, ça coûte un peu plus cher, en conscience. Voilà, les outils, tu voulais nous parler des outils, Emma, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors oui, c'est un petit peu, en fait finalement, dans le webinaire qu'on vous a présenté, les points qu'on a pu aborder, vous avez vu certains des points où justement on utilisait nos outils, nos propres outils. Et voilà, clairement un outil ciblage et à la segmentation. Qui va permettre vraiment de pouvoir voir vers où va se tendre notre focus. C'est ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, les outils de ciblage qu'on propose effectivement. Mais encore, alors une plateforme de prospection qui effectivement va faire gagner du temps. Mais je connais cette interface. Notre fameuse interface. Et qui effectivement va pouvoir vraiment structurer un petit peu son approche, pouvoir gérer ses métriques, alors là typiquement avec cet outil, mais ça peut être aussi, et c'est bien pour pouvoir assurer le suivi avec son CRM, tout simplement. Voilà. Donc, ça va faire vraiment partie des outils qui vont pouvoir aider. Donc la plateforme de prospection peut avoir des métriques déjà qui permettent de savoir j'ai engagé tant de personnes, j'ai eu tant de retours, etc. Mes calls, comment ça marche, etc. Et permet de prioriser, automatiser et prioriser. Généralement, c'est pour ça qu'on y gagne beaucoup. Et après, est-ce que c'est connecté au CRM? Est-ce que j'ai toutes les métriques pour pouvoir prendre des décisions? Voilà. Donc voilà les types d'outils. Si vous vous dites « Ah, mais cet outil serait très intéressant », mais je vous invite à nous contacter puisque c'est a priori... Et puis si c'est pas utile pour vous, on en discutera et on verra à quel point c'est pas utile. Peut-être qu'il y a d'autres pratiques et d'autres choses qui fonctionnent mieux d'ailleurs pour vous. Bien, la dernière étape, puisque nous sommes dans les temps, il nous reste 2 minutes, ne pas s'essouffler. Et d'ailleurs, alors c'est peut-être très bien ce thème de la montagne, parce qu'on va arriver en décembre, on est tous en train de planifier le ski. Donc là, j'ai trouvé une très belle photo de crevasse, dans laquelle on n'a pas envie de tomber. Alors, ne pas s'essouffler, je sais qu'il y aura des questions là-dessus, c'est vachement important, parce que tester un marché, il faut aller vite. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que si ça commence à s'étaler sur des mois, on perd l'enthousiasme. Voilà, c'est dur d'attaquer un nouveau marché, il y a besoin d'énergie. Et puis deuxièmement, si ça commence à marcher, en fait il y a beaucoup de gens qui vont voir que vous avez une bonne idée et en fait il faut prendre les parts de marché rapidement parce que vous allez vite avoir du monde qui vont vous copier. Voilà. Donc c'est super important de pouvoir aller vite. Et puis, si vous hésitez, typiquement, je vous ai montré là par exemple plusieurs secteurs qu'on pouvait attaquer. On va en attaquer plusieurs, parce qu'on va en tester un, mais en fait, on va en tester 2 ou 3. En l'occurrence, on en teste 4 en parallèle là en ce moment, mais avoir un plan B, si ça ne marche pas, si je considère que j'explore un nouveau marché pour avoir des relais de croissance,
et que mon hypothèse n'est pas la bonne, alors c'est pas mal d'avoir Ouais. appréhendé. Voilà. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Donc pour résumer, hein, je ne sais pas si on peut, enfin résumer, vous avez compris, c'est très clair. Le ciblage, le persona, reprendre sa proposition de valeur, donc bien comprendre le marché qu'on attaque, se donner des métriques en tête, une espèce de rétro-planning. Allez vite, ça peut être ça, ça peut être, allez, je me donne 3 mois. 3 mois pour faire 3 ventes. Vous mettrez probablement le double, c'est pas grave, c'est souvent comme ça, Ouais. mais on ne prend pas de décision d'investissement avant d'avoir fait 3 ventes. Je pense que c'est aussi ça les messages. On a vu aussi les différents pièges. Vous pourrez revoir, vous téléchargerez les slides, vous pourrez revoir un peu les différentes étapes. Et puis avec une bonne organisation qui est adaptée et évidemment tout ce qui va permettre de pouvoir prendre cette décision. Et à un moment, on appuie sur le bouton de l'investissement et on se met en ordre de bataille. J'espère qu'il y a pas mal de tips, d'idées, de choses qu'on a partagées qui vont vous aider. Voilà, et puis avant de passer aux questions-réponses, tout simplement, pour ceux qui doivent partir déjeuner très tôt, parce qu'il est 11h30, c'est un peu tôt, mais on vous souhaite bon appétit Oui. et une bonne journée. Et puis merci à vous. Et voilà, et merci à ceux qui